Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 11 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Attention, danger. Une forte houle dans tout l'arc antillais fait peser une menace sur notre littoral. Le pays de la canne a repris ses activités après un dur conflit qui a duré un mois. Premier temps fort du carnaval, le Gosival a mobilisé une grande majorité des groupes et surtout attiré un grand public. Le journal, Aurélie Ronde. Et la nuit prochaine, le littoral guadeloupéen va donc connaître un épisode de forte houle. Nous sommes en vigilance jaune jusqu'à mercredi soir. Une alerte pour mer dangereuse à la côte. Des vagues maximales de 4 à 5 mètres sont notamment attendues pour la journée de demain. Comment s'organisent les professionnels de la pêche? Réponse avec Anne-Elisabeth Artsen. Météo France a émis un bulletin d'alerte pour mer dangereuse à la côte. Cette houle de nord devrait avoir pour conséquence des déferlantes de vagues dans la nuit de lundi à mardi. Les creux pourraient atteindre 2,50 m à 3 mètres. Les pêcheurs, Victor et Willan, préfèrent prévenir que guérir. Oui, j'ai déjà entendu l'état de la houle, mais nous, les pêcheurs de Vieux-Boumont à l'eau, on ne sort pas, parce que la houle est trop dangereuse. Je vous mets prendre des précautions. L'intention de sortir, non, parce qu'avec ce temps-là, il faut préserver les filets et les nasses, à cause de la mer qui va faire rase-marée. Bon, pour les plongeurs aguerris, ils peuvent prendre un peu de risque, mais bon, s'ils connaissent bien un peu la mer, mais sinon, c'est pas conseillé de sortir avec cette houle. Bruno est plaisancier. Il revient tout juste à quai, mais son activité ne nécessite pas de s'éloigner véritablement des côtes. Ici, c'est un plan d'eau calme. On n'a pas été vraiment haut, il y a vraiment de la houle. Alors pour affronter la houle, il faut aller vers Anse-Bertrand ou traverser pour aller vers Sainte-Rose. À partir de ce moment-là, on aura des houles, vraiment des houles fortes. Mais ici, on voit à partir des secs, on appelle ça dans la mer, les fonds rocheux, on a quelques petites vagues pour faire voir que la mer est agitée quand même. C'est donc du nord Basse-Terre au nord Grande-Terre, mais plus précisément du côté de Déhay, que la houle devrait se faire le plus ressentir. Le phénomène devrait concerner notre archipel jusqu'à mercredi. Et notez que les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en vigilance orange. On reste en mer avec les sargasses qui sont arrivés en masse ces derniers jours à l'Anse-des-Mûriers à Terre-de-Bas. Le conseil départemental a dû engager une opération de nettoyage afin que les bateaux à passagers puissent continuer leur activité. On ouvre à présent notre page sociale avec cette alerte lancée la semaine dernière par l'intersyndicale de l'éducation, les syndicats qui dénoncent notamment les 35 suppressions de postes dans le second degré ou encore les non-créations de postes dans le premier degré. Les détails avec Michel Le Tapin, c'est le secrétaire général de l'UNSA Guadeloupe. Il est interrogé par Karine Gielman. Lors de la rencontre intersyndicale recteur, ce dernier s'est évertué à nous expliquer les principes qui régissent le dialogue de gestion. Et au final, c'était pour bien nous expliquer que le ministère n'a pas l'intention de changer de direction, c'est-à-dire qu'il va maintenir les 35 suppressions de postes au second degré, qu'il n'y aura pas de création au second degré, et que finalement, que c'est l'année prochaine que nous allons revoir les indicateurs qui ont conditionné justement les décisions de supprimer des postes. En clair, le recteur veut nous faire comprendre, nous a expliqué clairement que ce n'est pas de son fait. En filigrane, c'est le résultat du travail de l'ancienne équipe et que lui, il arrive, il découvre. Ça, on peut le lui concéder. Par contre, nous, au niveau de l'intersyndicale, ça fait longtemps que nous signalons au ministère cet état de fait. Par exemple, le caractère archipélagique de la Guadeloupe n'a jamais été pris en compte. On ne peut pas nous dire là maintenant que c'est maintenant que le ministère s'appuie et prend conscience que la Guadeloupe est un archipel. Résultat des courses, nous maintenons notre mot d'ordre de grève. Nous allons nous mobiliser suite à la décision que le recteur va nous apporter d'ici vendredi prochain, car nous avons rendez-vous vendredi prochain. Et à partir de là, dans l'immédiat, nous continuons à mobiliser, à sensibiliser et voire informer les collègues sur la situation.
Parlons à présent de l'enseignement supérieur. Le SPEG, le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, a adressé il y a quelques jours une lettre à la ministre de l'Éducation nationale. Il dénonce la situation qui persiste et s'aggrave au préjudice du personnel et des étudiants. On fait le point tout de suite avec Karine Gielman. Nécessité d'un rééquilibrage entre les pôles universitaires Guadeloupe-Martinique. C'est la demande envoyée à la ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière par le SPEG, le syndicat des personnels enseignants de la Guadeloupe. Après les chiffres que nous ont donnés l'administration de l'université, on s'aperçoit qu'il y a 62% d'étudiants en Guadeloupe et 38% en Martinique. Et en regardant la répartition des emplois entre les deux pôles, on s'aperçoit qu'il faudrait 55 emplois de plus en Guadeloupe et 55 emplois de moins en Martinique pour qu'il y ait une égalité de traitement pour les étudiants et pour les personnels, aussi bien sur le pôle Martinique que sur le pôle Guadeloupe. Un rééquilibrage que souhaite également le vice-président de l'université, Didier Détouche, avec quelques nuances. Puisqu'il y a des équilibres entre la Martinique et la Guadeloupe, il s'agit d'avoir une vraie politique d'équité pour faire en sorte que chaque pôle ait à la fois le taux d'encadrement, les finances qui correspondent à ses vrais besoins. Vous soutenez leur requête ? Alors, je suis moi dans un dialogue de gestion avec la gouvernance, donc la présidente, mais aussi le vice-président du pôle Martinique. Et sous ces questions-là, nous avançons. Il s'agit de faire des propositions. Donc, je suis dans une dynamique de propositions politiques pour faire en sorte que la Guadeloupe puisse avoir vraiment les moyens qui sont nécessaires au développement de son enseignement supérieur sous ce pôle universitaire de Guadeloupe. Mais bien évidemment, je souhaite aussi rester dans le cadre de la légalité. Donc, il va sans dire que sur cette préconisation et ces observations, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été proposé. Simplement, sur les moyens, je pense que nous sommes justement en train de construire les choses et qu'il convient de laisser au dialogue de gestion le temps de faire ses preuves. Pour l'heure, le SPEG attend toujours une réponse de la ministre. Je vous propose de refermer cette page sociale avec la situation sur le site touristique de Beauport, le pays de la canne à Port-Louis. Après avoir été à l'arrêt pendant 1 mois et demi, l'activité a repris quasi normalement. De bon augure pour ce début d'année. Le reportage d'Éric Pommier. Le petit train en panne, les traverses abîmées et donc plus aux normes de sécurité, activité sur le site de Beauport à l'arrêt. Tout cela appartient désormais au passé. Lucas Mort et tous les salariés du pays de la canne à Beauport ont retrouvé le sourire. Il commençait à rouler, mais bon, pas normalement parce que nous avons plein de travail et nous sommes recevoir les traverses et des tire-fonds. Des traverses flambant neuves, 1500 au total et des sacs entiers de tire-fonds indispensables pour fixer la traverse sont là. Le petit train alors devrait retrouver le chemin des rails d'ici 2 mois après un gros chantier. La partie animation est obligée de trouver d'autres butins pour proposer en place à train là parce que train là c'est vraiment animation phare à ce site là et si nous pas de train là nous avons moins de monde des gavines et là on dit que train là pas circuler il y a reparti. Le petit train justement, une des problématiques qui a conduit le personnel à entamer un mouvement de grève le 9 octobre 2014. Ce matin, Lucas Mort, le délégué CGTG, a tenu à nous montrer le protocole de fin de conflit. L'activité en effet a repris le 17 novembre dernier après 1 mois et demi de suspension de l'activité sur le site. Au registre des plateformes de revendication, 10 points dont 2 majeurs, la qualification dominante de certains salariés agents polyvalents ainsi que la classification de rémunération de l'ensemble du personnel. Une médiation assurée par l'inspection du travail, la directe, a été nécessaire pour trouver une solution immédiate au conflit. Le 16 novembre, une signature de fin de conflit a été actée avec obligation que le site soit désormais ouvert du lundi au dimanche. Un vaste chantier de réfection de la voie est programmé. Quant au petit train, son moteur en panne depuis 4 ans assure Lucas Mort est déjà opérationnel. Beauport, un site et surtout une histoire que les locaux et les touristes peuvent découvrir depuis 2004. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Au programme ce soir, un hôtel de Tobago élu meilleur hôtel des Caraïbes pour la 12e année consécutive. Nous irons également au Brésil avec un jardin hors du temps. Et puis le premier sujet spécialement pour vous, messieurs, par ailleurs, veuillez éloigner les mineurs de l'écran. Voici la Minute Caraïbe.
Brésil Playboy relancé. Au Brésil, André Sanseverino, le photographe de la version brésilienne du magazine Playboy, a annoncé le 7 décembre 2015 qu'il relancerait la parution avec 2 autres associés. Contrairement à la version américaine, le trio a promis de maintenir en une des femmes dénudées. Un soulagement pour les lecteurs, souvent des collectionneurs, dès la première édition brésilienne en 1975. Mais en avril dernier, l'éditeur avait annoncé la fin de la parution au Brésil après 40 années de vente et le licenciement de 12 salariés. Aujourd'hui, les repreneurs ont un large défi à relever dans un pays en pleine crise économique, ajouté à la déprime de la presse mondiale et l'accès gratuit à une multitude de sites aux photos coquines, voire pornographiques. André Sanseverino reste confiant et précise qu'on ne parle plus du magazine Playboy, mais du nouveau Playboy, mêlant site internet, organisation d'événements et gestion de carrière des stars. Bref, toute une économie coquine aux accents brésiliens. Brésil, un jardin hors du temps. Brésil toujours, où Bernardo Paz, mania brésilien du minerai de fer, a passé sa vie à transformer le jardin de sa maison en un site unique au monde pour abriter l'une des plus grandes collections d'art contemporain en pleine forêt tropicale. C'est à Inotim que ce fabuleux jardin botanique et musée a été réalisé. Grand comme 300 terrains de football, il compte 330 espèces d'orchidées et abrite aussi une serre de 25 000 m² et des centaines d'œuvres de plus de 200 artistes du monde entier. Bernardo Paz, un sexagénaire si riche qu'il a bâti au cours de ces 8 dernières années une destination touristique à 1 heure de vol de Rio et Sao Paulo qui attire chaque année 500 000 visiteurs du monde entier. Il caresse à présent l'idée de développer 700 hectares supplémentaires avec 28 nouvelles galeries, des hôtels, un amphithéâtre à ciel ouvert, un théâtre et de luxueuses villas pour permettre à d'autres de vivre comme lui et de travailler sans sortir de ce havre de paix. Tobago, meilleur hôtel des Caraïbes depuis 12 ans. Pour la 12e année consécutive, le Cocorif Tobago a reçu le prix mondial du voyage pour le meilleur hôtel des Caraïbes. La station est possédée par l'hôtelier et développeur John Jeffries, un véritable pionnier du tourisme des Caraïbes. L'établissement a remporté le premier prix après avoir battu 14 autres finalistes des Caraïbes, y compris le Four Seasons Resort de Nevis, le West Indies Parrot Cay de Turks and Caicos et plusieurs autres établissements hôteliers d'Anguilla, de Barbade et même de Saint-Barthélemy. Lors de la cérémonie du World Travel Awards, le président fondateur du prix et célèbre entrepreneur Graham Cook a déclaré que cela faisait 12 ans que le Cocorif Tobago remportait le premier prix pour une bonne raison. Cet hôtel est un brillant exemple de l'excellence dans l'hospitalité et le service mérite cette récompense chaque année. Les World Travel Awards ont été créés en 1993 pour récompenser et célébrer l'excellence dans l'industrie mondiale du voyage et du tourisme. Ce prix est considéré par le Wall Street Journal comme les Oscars de l'industrie du voyage. Les gagnants sont déterminés par un vote en ligne des professionnels du voyage et des touristes qui comptabilisait en 2015 plus de 650 000 votes. Retour en Guadeloupe avec le carnaval qui bat son plein. Le premier événement marquant de la saison, c'était hier avec la grande parade du Gozieval au Gosier. Une quarantaine de groupes ont défilé dans les rues. Le public était également au rendez-vous. Le reportage de Patrick Hury et de Anne-Elisabeth Artsen. De la belle mécanique, des groupes à peau et des chars. C'est le cocktail détonnant de cette 6e grande parade du Gozieval qui a débuté sur les chapeaux de roue. 18 groupes ont pris part au concours cette année devant un jury arrivé en buggy s'il vous plaît. Ils avaient 2 minutes 30 pour proposer leur chorégraphie aux membres du jury. C'est bon. Parce que jusqu'à présent c'est chichi. De Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, en passant par Sainte-Anne, une quarantaine de groupes a animé cette grande parade du Gozieval devant un public venu en masse pour garder masse passée lors du premier gros temps fort du Carnaval 2016. Dans la catégorie Timas, c'est Masse Moule Massif, Tonchimas et Original Masse DR qui remportent le concours. Et dans la catégorie Groupe à synthé, c'est Piquant, Volcan et Soleil d'Argent qui s'imposent cette année. Voilà nos amis de Soleil d'Argent. Et
Et vous les avez peut-être aperçus hier au Gozieval, des vélos atypiques ont pris part au défilé. C'est un artisan de Morne-à-l'Eau qui les conçoit, certains sont même en bois. Une curiosité que nous fait découvrir ce soir Muriel Barlagne. Ils se font appeler les Morne-à-l'Eau Bikers. Leur passion, les vélos atypiques. Tout a commencé avec ce modèle conçu il y a plus de 40 ans par le père de l'un des leurs, d'une hauteur d'1,70 m. On l'appelle le Moko Zombie. Ce vélo, il a été conçu en 1971 par M. Georges-Édouard Blanche, qui est toujours présent et qui nous suit dans la conception de tous les autres vélos. Et il a commencé très jeune pour faire un carnaval et a voulu faire un objet, se démarquer du carnaval. Bien sûr, dans le carnaval, on a les groupes, on a les musiciens, mais on a aussi les gens qui paradent, qui défilent, qui font du burlesque. Donc c'est une forme de burlesque. Il y a 2 ans, Olivier Caffette, artisan autodidacte, a l'idée de fabriquer des vélos avec du bois. De nouveaux prototypes sont créés pour le carnaval. Lors d'une de mes balades, comme j'aime bien la nature et tout ça, donc je suis tombé sur un bout de bois qui bizarrement me rappelait la forme, déjà à la base d'un chien, parce qu'il y avait une espèce de, ça faisait comme une espèce de corps de chien avec la queue. Et en même temps, comme on était en pleine période carnavalesque, et justement on commençait à défiler avec 2 vélos, notamment le fameux Moko Zombie. Et comme ça, étant artisan du bois, aimant tout ce qui est artistique, touchant vraiment le bois, donc la forme initiale du bois m'a inspiré et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un vélo en bois? Tout part de morceaux de bois. Olivier Caffette les assemble au sol et un peu comme par magie, les vélos prennent forme. Aujourd'hui, il y en a 7. Chaque pièce est unique. Des objets à la fois décoratifs et fonctionnels qui plaisent. Leurs concepteurs songent à les commercialiser. Derrière ces projets de vélo, on a quand même un potentiel, disons, de 8-10 emplois. C'est-à-dire entre la recherche du bois, la découpe, les assemblages et tout cela. Et ce serait intéressant effectivement qu'on ait une aide quelconque, puisque aujourd'hui on n'a même pas de local, on est sur le balcon de Caffette. Et quand il pleut, on est obligé de s'arrêter. Donc avec les aléas du temps, des fois ça met plus de temps que prévu pour faire la conception d'un vélo. Donc il serait intéressant effectivement qu'on ait une aide quelconque pour qu'on puisse développer l'activité pleinement. Ces vélos uniques devraient être positionnés comme des produits de luxe, des modèles destinés surtout à l'exportation. Avant de se quitter, on va faire un rapide point sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble du territoire. Les températures matinales afficheront entre 24 et 26 degrés. Et puis prudence, je vous le rappelle, si vous devez notamment prendre la mer, une forte houle est annoncée jusqu'à mercredi soir, de Dé jusqu'à la pointe des châteaux, en passant par le Moule. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi de votre rendez-vous hebdomadaire Controverse avec Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.